Tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où je vous présente la différence qui existe entre le PIB réel et le PIB nominal. Donc, voici un petit rappel, en fait, simplement pour se souvenir que le PIB, peu importe qu'il soit réel ou nominal, cherche à mesurer la production de biens que l'on dit finaux. Donc, qu'est-ce qu'une économie, une société est en mesure de créer en termes de biens, de matériel, de services également, donc, en guillemets, de la richesse. Le tout, évidemment, ça nous prend une unité de mesure commune. Hein? On ne peut pas mesurer 3 pommes, 2 oranges puis une banane. Il faut qu'on puisse agréger le tout puis dire, regarde, ce que j'ai produit a plus de valeur que l'année dernière. Donc, c'est pour ça qu'on va servir d'une unité de mesure, au même titre qu'en physique, pas en physique, en chimie, on va servir de mol, oui, les mols, pas de crème glacée, mais bien de mol, et quand physique, on va servir du mètre ou même des ohms. Donc, nous, en économie, pour mesurer la valeur de ce qu'on produit, c'est le dollar. Et évidemment, le tout sur une période. Là, c'est marqué une année, mais on peut aussi s'intéresser au PIB à court terme. Donc, on parle de soit mensuel, soit trimestriel, ou même, comme je le disais ici, d'une année. Et l'autre élément qui manque ici, qui est très important, c'est tout ce qui est produit sur un territoire physique donné. Donc, concrètement, je vous donne un exemple. Si au Québec, dans le fond, si je mesure le PIB du Québec, tout ce qui est produit sur mon sol, donc sur ma terre physique délimitée par les lois internationales, bien, c'est inclus dans mon PIB. Donc, même si c'est une entreprise chinoise qui vient transformer ses produits chez nous, c'est inclus dans mon PIB. Colette qui coupe les cheveux au Québec, c'est inclus dans mon PIB. Colette qui coupe les cheveux en Ontario, c'est pas inclus dans mon PIB parce que l'Ontario est un territoire géographique distinct de celui du Québec. Donc, petite montée de lait sur la production. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va chercher à mesurer. Il va exister deux raisons pourquoi, en fait, la valeur des choses, de ce qu'on mesure, va augmenter. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on mesure des biens physiques, comme par exemple des crayons, puis aussi en dollars, dans le fond, de ce qui est produit, donc de ce qui est mis en marché. Donc, deux raisons qui expliquent pourquoi la valeur de ce qu'on produit peut augmenter. D'abord, ça se peut que les prix aient tout simplement augmenté, soit parce que les coûts ont augmenté, soit parce que la demande est plus forte. Donc, ça peut être une explication, mais ce n'est pas ce que nous, on va chercher à mesurer. Plutôt, le PIB, ce qu'il va chercher à mesurer, c'est l'augmentation de la quantité de biens et services produits au cours d'une année, le tout mesuré par des dollars. Donc, il va falloir se trouver une façon de pouvoir mesurer la quantité de biens et services tout en retirant ou en éliminant l'effet de la variation des prix. On ne veut pas mesurer l'inflation dans le PIB. Il y a déjà un indicateur qui s'appelle le taux d'inflation qu'il mesure. Donc, nous, ce qu'on veut mesurer concrètement, c'est réellement la richesse de ce qui est produit. C'est pour ce faire qu'on va utiliser ce qu'on appelle l'indice implicite des prix, un indice qui est très similaire à ce qu'on nomme l'IPC, donc ce que je vous ai présenté dans le chapitre sur l'inflation. Donc, prenons quelques instants. Donc, voici un petit tableau de différenciation. D'abord, le nom, l'indice des prix à la consommation, l'IPC, et l'IIP, l'indice implicite des prix. Donc, l'IPC, lui, de son côté, va mesurer l'évolution du prix d'un panier représentatif de vos habitudes de consommation. Et c'est ici vraiment l'élément le plus important qui va faire la différence par rapport à l'autre, c'est qu'on va mesurer un panier représentatif de vos habitudes de consommation. Puis lui, il va être composé de 8 catégories de biens et services déterminées par Statistique Canada, mais aussi déterminées par vous, chers consommateurs, vos habitudes de consommation. Et ici, jusqu'à présent, la période de référence, donc la période par rapport à laquelle on a comparé tous les prix, c'est 2002. Maintenant, en ce qui concerne l'IP, lui, il va mesurer l'évolution des prix de tous les biens et services dans une économie. Donc, pas un panier représentatif de vos habitudes, mais bien tous les biens et services dans une économie. Et c'est la différence principale qui existe entre les deux. Ça, moi, je vous conseillerais de vous mettre une petite note. Ça va être demandé à l'examen. Évidemment, lui, il mesure 8 catégories de biens et services. Lui, il mesure tous les biens et tous les services. Et de ce qui est généralement admis, on se sert des
généralement d'une période de référence qui est de 2007. Mais ça va varier vraiment là, de manuel scolaire. Il y en a qui ne parleront même pas en fait de période de référence. Certains autres non, mais en général, on va dire que le PIB, c'est pour 2007. Donc, petite parenthèse sur les 8 composantes de l'IPC. Donc, ça, c'est tiré de Statistique Canada. Donc, c'est un outil qu'on appelle l'outil de visualisation des données de l'IPC. Et il nous présente en pourcentage la répartition des 8 principales catégories qui sont les dépenses de logement, alimentation, loisirs, dépenses courantes, transport. Et la petite nouveauté ici, ce que j'appelle ma sainte, comment on appelle ça, la catégorie des vices, alcool, tabac et le nouveau cannabis. Puis ici, c'est vraiment, là, c'est un outil, c'est le lien, je vais vous le mettre en ligne. Vous allez pouvoir explorer. D'ailleurs, vous allez avoir un petit travail à faire par rapport à ça. Et ici, ce qu'on voit, c'est les catégories supérieures et les autres sous-catégories de l'IPC. Donc, je ne l'ai pas dit, mais c'est à peu près 600 biens et services, entre 500 et 600 biens et services qui sont mesurés mensuellement par les chercheurs de Statistique Canada. Donc, quand ils font la relevée des prix. Pas la relevée des prix, mais plutôt la relevée des biens. Donc, ici, ce qu'on remarque principalement, c'est que nos 3 plus grandes catégories sont le logement, l'alimentation et le transport. Donc, 60% à peu près, entre 60-70% de notre budget est consacré, en fait, à ces dépenses. Là, certains vont dire, ouais, mais moi, je ne dépense pas autant en logement ni en transport. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un indice moyen et non un indice de vous. Là. Donc, on a fait la moyenne des Canadiens, on a sondé un grand nombre de gens, puis en agrégeant les données, on trouve cette division, cette répartition plutôt des dépenses. Donc, comment on mesure l'IIP? Donnons-nous un exemple simple pour comprendre. Disons que nous sommes une entreprise ou plutôt, par exemple, une ville. Disons un petit village qui produit essentiellement 2 biens. Un pot de confiture, de la confiture en pot ainsi que du pain. En 2007, notre capacité de production, dans le fond, ce qu'on a réussi à produire, était d'un pot de confiture, ce qu'on voit ici, d'un pain. Le pot de confiture était vendu à 3 tandis que le pain, lui, était vendu à 2 Ce qui fait que la valeur totale de ce que nous avons produit est de 5 En 2010, on a comme investi un peu, puis on est rendu un peu plus productif. Donc, on a maintenant produit 2 pots de confiture ainsi que 2 pains. Mais vous remarquerez également que les prix ont évolué. On est passé de 3 à 4 ainsi que de 2 à 2,50 Ce qui fait en sorte que la valeur totale de mon panier est maintenant à 13 Donc, comme on disait au début du vidéo, moi, ce que je cherche à mesurer, c'est non pas l'augmentation des prix, parce qu'au final, ça ne m'indique pas sur ma capacité à produire des biens et services, mais plutôt quelle est la quantité réelle, plutôt la valeur de la production supplémentaire que j'ai fait. Donc, quelle technique on va utiliser? Bien, c'est une technique très similaire à ce qu'on faisait lorsque je vous montrais comment mesurer l'IPC. Donc, c'est ce que je disais ici. On a un PIB nominal de 5 PIB nominal de 2010 à 13 Donc, ce qu'on va faire, on va oublier ça. Ici, en 2007, ce qu'on va faire, on va prendre les prix de 2007, on va prendre les quantités, petite affaire, on va prendre les quantités de 2010, puis on va recalculer un nouveau panier d'épicerie qu'on va appeler le PIB réel. Donc, concrètement, ce que je viens de faire, c'est que nous avons défini une année de base, qui est ici 2017. Donc, pour cette année-là, on sait que nos confitures et nos pains étaient respectivement évalués à 3 et à 2 Et on a pris les nouvelles quantités de 2010 et on a simplement recalculé un nouveau panier qu'on appelle le PIB réel. Donc, les PIB en dollars constants. Pourquoi en dollars constants? Parce que ce sont les mêmes valeurs, les mêmes dollars, en guillemets, qu'on va prendre, ou plutôt les mêmes prix qu'on va prendre pour toutes les autres années, pour pouvoir comparer dans le temps, en fait, puis non seulement dans le temps, mais entre les pays également, la valeur de ce que nous avons réellement produit et non simplement la valeur de ce qui a été produit et en plus de l'inflation qui est dans notre économie. Donc maintenant, répondons à la question, comment se mesure l'IIP? On va dire que l'IIP de 2010 que nous voyons ici, c'est égal.
Dans le fond, ce que je fais, c'est que je prends mon PIB nominal de 2010 et je regarde combien de fois je suis en mesure de le rentrer dans mon PIB réel. Donc, combien de fois le PIB nominal est plus important que le PIB réel? On en arrive à la conclusion ici, il ne faut pas oublier le fois 100, non? Donc, on prend le PIB nominal de 2010 divisé par son PIB réel et ça donne un indice de 130. Ça veut dire que, en termes de 130, ça veut dire que le PIB réel, plutôt le PIB nominal est 1,3 fois plus élevé que le PIB réel. Maintenant, comment calculer le PIB réel maintenant avec l'IP? Donc, on fait l'opération inverse. Donc, je vous rappelle qu'on prend le PIB nominal de 2010 divisé par le PIB réel de 2010, ça nous donne l'IPC. Donc, pour calculer n'importe quel PIB réel, si on connaît l'IP de l'année en cours, tout ce qu'on a à faire, c'est à les inverser dans notre formule. Donc maintenant, si vous connaissez le PIB nominal d'une chose, vous connaissez également son IIP, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est à les interchanger. Donc, c'est vraiment une formule mathématique du genre Y est égal à X plus B. Là. Il suffit d'isoler les variables pour être en mesure de calculer ce que l'on cherche. Mathématiquement, ça s'exprime de cette façon. Le PIB réel d'une année à l'année T. T, je vous rappelle, c'est des indices. 5 pour dire qu'on prend, T pourrait être 2010, 2011, 2013, 2014, on s'en fout. Ça peut être 1, moins 1000. L'idée est de dire ici que j'ai un PIB réel, par exemple, c'est 2010, ça va être égal à mon PIB nominal de 2010 divisé par son IIP fois 100. Et ça va me redonner en fait mon PIB réel. Prenons un petit exemple pour voir si pour illustrer le tout, puis aussi ça vous fait un petit exercice pour vous pratiquer. Voici le contexte. En 2017, le PIB nominal de Saint-Félicien est de 100 millions de dollars. L'IP de cette année, donc de 2017, est de 150. Je vous demande de me calculer quel est le PIB réel de 2017. On utilise la formule PIB réel est égal à PIB nominal sur IP. Et là, je prends un petit temps pour vous rappeler que cette formule n'est pas différente de celle de la valeur réelle et de la valeur nominale. Hein? Il suffit de remplacer PIB par valeur, puis vous retrouvez exactement la même formule que celle que vous utilisez sur le chapitre de l'inflation. Donc, il y a une espèce d'économie, je dirais, intellectuelle à faire ici. Vous avez une formule à apprendre et valeur réelle est égale à valeur nominale sur un indice qui mesure l'évolution des prix. Ici, on a l'IP. Lorsqu'on parle de l'inflation, je vous rappelle qu'on parlait de l'indice des prix à la consommation, donc un indice qui est sensiblement différent. Donc, revenons à notre exemple. PIB réel, c'est égal à 100 millions de dollars divisé par mon IIP de 150 fois 100 me donne 66,666 ou 2 tiers fois 100 d'1 million de dollars. Donc, c'est ce qui conclut cette petite capsule vidéo. Je vous invite à faire maintenant les exercices qui portent sur la conversion de PIB